Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 8 février 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour traiter aujourd'hui de l'actualité SEO de la semaine du 1er au 8 février. Ensuite, on ira voir si ça a bougé du côté des SERP et on finira avec une question qui m'a été posée par une auditrice. Un petit contexte, voilà, une direction et des chargés de contenu qui veulent pas trop changer des pages où il y a cannibalisation entre des articles de blog et des pages business. Donc on va voir comment on peut faire quand on a une cannibalisation et que on a des problèmes à faire changer par exemple les requêtes, l'indexation, la sémantique des pages, etc. Je vais répondre à la question de cette auditrice en fin d'émission. Avant de commencer l'actualité SEO, je vous invite à liker, mettre les pouces bleus, ça fait toujours plaisir, vous abonner, partager le podcast, m'envoyer vos questions sur le site. Vous connaissez maintenant, n'oubliez pas de le faire, ça m'encourage à continuer. Et du coup, c'est parti, on va commencer avec l'actualité SEO. On commence avec un article de Mathieu Chartier sur le blog internet-formation.fr sorti le 3 février 2021. Search Console, le rapport Discover va prendre en compte les données de Google Chrome. Donc jusqu'alors, le rapport de Discover ne transmettait pas l'ensemble des statistiques, des informations, des données de Discover, puisque toutes les statistiques que vous pouviez voir dans la Search Console étaient issues de l'application Discover. Et bien maintenant, les données qui proviennent de Google Chrome, puisque Google Chrome par défaut a quand même l'onglet Discover, seront intégrées directement dans le rapport Discover de Search Console. Alors ça va arriver sous quelques heures, quelques jours, c'est juste le temps du déploiement tout simplement. Mais en tout cas voilà, si vous avez un site qui génère du trafic via Discover, que ce soit par l'application ou par Google Chrome, vous allez avoir peut-être une petite hausse de vos statistiques parce qu'il y aura plus de données prises en compte. Donc voilà, une bonne chose pour essayer d'avoir des rapports un petit peu plus pertinents, un petit peu plus précis et pour pouvoir avoir toutes les stats concernant, en tout cas ici, Discover. On continue avec un autre article de Mathieu Chartier. Google complète et améliore son plugin Web Stories pour WordPress, sorti le 3 février 2021. Donc il y a une mise à jour de l'extension Web Stories pour WordPress qui est disponible, je le rappelle, sur le catalogue des plugins de WordPress. Et vous avez du coup pas mal de petites fonctionnalités qui sont arrivées, petits changements. Vous avez notamment des choses en rapport avec la mise en page, avec les animations. Vous avez aussi Google AdSense et Google Ad Manager qui sont disponibles. Alors il y a certaines choses qui sont en version je dirais bêta, qui ne sont pas encore abouties et définitives. En tout cas, vous avez la possibilité de mettre en page avec un peu plus de choix de conception. Vous avez des styles de liste, de pages, de composition. Vous avez également la gestion des coins arrondis en gérant les rayons d'angle. Vous avez aussi la possibilité de mettre des bordures. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour celles et ceux qui utilisent déjà les Web Stories ou qui veulent s'y mettre et qui veulent avoir des designs peut-être un petit peu plus modernes et un petit peu plus aboutis. Vous avez également du coup la possibilité d'intégrer des animations et vous pouvez mettre en place de la monétisation de vos créations avec Google AdSense et l'aide de Google Ad Manager. Donc vous mettez votre identifiant, etc. Et à partir de là, vous pourrez générer une rémunération avec ce système-là, avec ces Web Stories. Et enfin, vous avez également un souhait de Google d'ajouter un système de contrôle en prépublication, c'est-à-dire que les créateurs de Web Stories vont pouvoir quand même vérifier sereinement toutes les étapes des histoires créées avant de les publier, histoire de ne pas faire de bêtises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc vraiment une application, un plugin très bien pensé, intuitif, avec pas mal de fonctionnalités qui en plus évoluent dans le temps. Donc n'hésitez pas à vous mettre Web Stories pour voir ce que ça peut faire dans votre thématique, dans votre business, parce que c'est quand même de plus en plus présent dans les produits Google et ça ne saurait se multiplier dans les semaines, mois à venir. On continue et on passe maintenant chez abondance.com, le site d'Olivier Andrieux, le 8 février 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, on a les fameux GoosIPS, actions manuelles et réseaux de sites, contenu dupliqué et Core Web Vitals. On commence avec les actions manuelles et réseaux de sites. John Mueller a expliqué sur Twitter que si un site web allant à l'encontre des recommandations Google fait l'objet d'une action manuelle et que les équipes du moteur détectent d'autres sites semblables faisant partie du même réseau, eh bien ces derniers peuvent également faire l'objet de la même pénalité qui serait alors groupée. Ça semble logique puisque vous avez un site qui a reçu une action manuelle, il vous dit ah bah là il y a des problèmes, etc., il faut que tu règles, et puis n'oubliez pas, vous avez des réseaux de sites, il faut le faire aussi, bien sûr.
ça paraît quand même assez logique. En même temps, quand on a une action annuelle, généralement, on a quand même des personnes qui vont faire le travail de A à Z. Le contenu dupliqué. John Mueller a encore une fois indiqué lors d'un hangout avec les webmasters que le fait qu'un site web ait plusieurs contenus similaires ou identiques dans son arborescence n'est en rien un critère de pertinence négatif pour le moteur de recherche. Je cite John Mueller. Avec ce genre de contenu dupliqué, il n'y a pas de score négatif appliqué. Si nous trouvons la même information sur plusieurs pages et que quelqu'un cherche spécifiquement cette information, alors nous essaierons de trouver la page qui correspond le mieux. Ainsi, si vous avez le même contenu sur plusieurs pages, nous ne les montrerons pas toutes, nous essaierons d'en choisir une et de la montrer. Dans de nombreux cas, il est normal que vous ayez une certaine quantité de contenu dupliqué sur certaines des pages. Et effectivement, vous avez plusieurs pages qui ont le même contenu, on va essayer de prendre celle qui est la plus pertinente pour X ou Y requête, et de manière générale, le contenu dupliqué, je le rappelle puisque je l'ai déjà expliqué dans le podcast, le contenu dupliqué n'est pas, il n'y a pas de pénalité derrière, je veux dire, ça n'a que des conséquences, c'est-à-dire que vous faites plein de pages qui se ressemblent, etc., et bien les utilisateurs vont pas être contents, ils vont pas trouver forcément réponse à leurs questions. En termes d'optimisation sémantique, eh bien ça va pas forcément être top, mais en soi, le contenu dupliqué, voilà, il n'y a pas de pénalité, ça ne pose pas de problème. Il faut juste bien contrôler, pour le coup, le sens, la pertinence, la sémantique, entre guillemets, etc., etc. Et faire en sorte que les utilisateurs, eh bien, voilà, aiment votre site de manière générale. On continue avec les Core Web Vitals. John Mueller a expliqué sur Twitter que dans le cadre du projet Page Experience, les KPI de Core Web Vitals qui seront mis en place au mois de mai, on n'arrête pas de le répéter, seront les mêmes quel que soit le type de site. Ainsi, un gros site de contenu, une plaquette simple ou un site e-commerce par exemple, seront traités à la même enseigne. Il n'y aura pas de différence dans la façon dont ces indicateurs seront pris en compte. Et oui, on a l'égalité entre les sites, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est pas parce que vous aurez un site e-commerce que vous sera moins exigeant avec vous, surtout que les sites e-commerce sont souvent beaucoup plus lourds qu'un site vitrine en HTML super fichier plat. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant, tout le monde va devoir être nickel au niveau des LCP, FID et CLS, donc ça c'est plutôt cool. On continue et on termine avec abondance.com, ensuite on ira chez @net et Systrix. Je baisse un petit peu le micro, voilà. Nouveauté dans les SERP Google, un menu d'information sur la source du résultat, sorti le 2 février 2021. On a une petite révolution qui va arriver dans les SERP Google, tout d'abord aux États-Unis et puis ensuite en France. Vous allez avoir au niveau des résultats naturels 3 petits points alignés verticalement, une espèce de menu en quelque sorte. Et du coup, quand vous cliquerez là-dessus, eh bien, vous allez avoir des informations à propos du résultat naturel. Vous allez avoir des informations génériques comme la date de première indexation du site ou le fait que la connexion au site se fait en mode sécurisé HTTPS ou pas, etc. Vous aurez aussi des indications extraites de Wikipédia si elles sont accessibles, etc. Bref, un mini knowledge graph pour en savoir plus sur le site web qui propose l'information. Cela peut également être une façon de mieux débusquer les fake news ou d'une façon générale des sites douteux. Donc ça, moi je trouve ça vraiment bien. Google veut toujours que le service soit optimal. Ils essayent de mettre en place des systèmes anti-spam, ils essayent de faire en sorte que la pertinence, la popularité, tout ça soit bien calculé pour remonter les meilleurs résultats, ceux qui sont les plus pertinents pour une requête et les plus populaires pour une requête. Et moi je trouve ça déjà bien de base, mais ajouter ce genre de fonctionnalité, c'est vrai que c'est plutôt intéressant puisque ça va permettre aux utilisateurs d'avoir des informations sur les résultats naturels et du coup de se dire bah ouais, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce que ce site-là il est dans Wikipédia ou pas, donc est-ce que c'est un poids lourd ou pas, est-ce que il est voilà, peut-être bien actif, est-ce qu'il est peut-être conspirationniste ou je ne sais quoi, bref, on a vu déjà des choses par rapport au Covid, dès qu'un site parle du Covid, il y a tout de suite des petites alertes, des petites box qui vont s'afficher, et bien voilà, on pourrait s'imaginer demain par exemple qu'il y aura tout d'abord des petites informations de base comme l'indexation, comme ce que je viens de dire, Wikipédia, tout ça, mais on peut imaginer une petite fiche d'identité sur le site, ah bah là franchement ça c'est que des fake news, ou ça c'est que du satirique, ou ça c'est ultra sérieux, au contraire, voilà. On peut imaginer tout un tas de choses pour que Google puisse garder ses utilisateurs et leur dire, bah voilà, vous avez accès à une diversité d'informations, mais sachez que cette information-là, nous, on pense que c'est une fake news. Voilà, c'est plutôt cool.
On continue, on passe chez arobasnet.com le 5 février 2021. Google prend des mesures contre les sites avec des prix inexacts. Donc Google prend de nouvelles mesures pour faire respecter l'exactitude des prix entre les données des produits Merchant Center et les prix indiqués à la caisse dans le panier en ligne. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément les mêmes prix quand on passe à la caisse. Par exemple, on va avoir un produit où il y aura tout un tas de choses qui vont être appliquées en fait à la caisse. Un produit par exemple qui est à 20 euros via, voilà, quand on distribue via Merchant Center, etc., peut passer par exemple à 25, un produit à 20 euros peut passer à 25, à 30, à 45, bref, ça dépend du contexte, mais c'est vrai que les prix qui sont dans Merchant Center, qui sont fournis à Merchant Center, sont pas toujours les mêmes que quand vous allez vraiment faire votre acte d'achat. Et c'est vrai que ça fait des surprises auprès des utilisateurs. Et en même temps, Google, au niveau de ses fonctionnalités, c'est vrai que voilà, on navigue. Et puis, on voit des prix alléchants, etc. Super. Et puis, on passe à la caisse. Et puis, franchement, on s'est fait avoir, quoi. Donc, ça ne sera plus possible. Google va contrôler et va prendre des mesures donc, contre les sites qui indiquent des prix inexacts. Il faudra que tout soit dans la même lignée, que tout soit dans le même sens. Donc si vous avez 20 euros qui est envoyé à Merchant Center, vous devrez avoir 20 euros aussi quand vous passerez à la caisse. Et ça, voilà, ça rentre en compte. Ça sera pris en compte, ce changement va s'appliquer à partir du 6 avril 2021, c'est la deadline pour les détaillants, c'est le préavis, 6 avril 2021. Donc aujourd'hui jusqu'au 6 avril 2021, il faut que vous soyez nickel en ce qui concerne vos flux de produits Merchant Center et le prix indiqué à la caisse, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc vraiment, essayez de faire ce changement-là, parce que si vous ne faites pas ce changement, vous aurez un avertissement et ensuite vous aurez 28 jours pour résoudre l'écart, sinon votre compte Merchant Center sera suspendu. On continue avec Core Web Vitals, comment améliorer LCP, FID et CLS. C'est un article de arobasnet.com sorti le 2 février 2021. Donc rappelez-vous, en mai, il y a un truc qui sort qui s'appelle le Page Experience et les Core Web Vitals, et vous devez optimiser les LCP, FID et CLS. Donc moi je vous invite vraiment à lire cet article. Je ne vais pas en parler en détail ici, mais en tout cas vous avez quelques pistes sur qu'est-ce que déjà le LCP, le Largest Contentful Paint, le CLS, le Cumulative Layout Shift, et enfin le FID, le First Input Delay, où là il va falloir vraiment être au taquet pour essayer déjà d'avoir un site qui soit rapide, pour améliorer la conversion, pour améliorer de manière générale le SEO, puisque ça va avoir quand même un petit boost ce truc là. Maintenant, faut pas non plus dépenser des millions d'euros pour essayer d'atteindre ces trois indicateurs dans le vert, mais voilà, vous avez un article qui a été fait par arobasnet.com qui vous présente un petit peu plus en détail les différents signaux web essentiels, et vous avez quelques petites pistes sur comment améliorer le LCP, le FID et le CLS. Donc allez voir cet article qui a été traduit de Brightage, ça va être plutôt intéressant je pense pour ceux et celles qui veulent améliorer la vitesse de leur site et de leur page, et surtout ne faites pas juste la page d'accueil, s'il vous plaît. On continue avec Systrix qui nous a fait, rappelez-vous un article sur les gagnants SEO français de 2020 avec l'Index Watch 2020. Et bien là, vous avez les perdants SEO français qui sont sortis le 3 février 2021. Index Watch 2020, les perdants SEO français. Vous pouvez aller sur le blog de systrix.fr pour aller voir tout ça. Donc là, pareil, je vous invite à lire l'article, il est en description comme d'habitude. Donc vous avez différentes problématiques, les sites d'actualité, les facteurs pandémie, box d'actualité, la migration, les marketplaces, les dictionnaires et wiki, le AT, les mises à jour par rapport aux intentions, etc., la véracité, les sites de voyage, sites médicaux. Vous avez un tableau complet avec une conclusion qui dit globalement voilà, que Google essaie de comprendre au mieux l'intention pour fournir les meilleurs résultats. Vraiment, allez voir cet article, il est vraiment complet, il y a vraiment des choses intéressantes. Je termine la veille SEO de la semaine avec définitionmarketing.com. Je voulais remercier tout simplement définitionmarketing.com parce qu'ils ont mis en ligne ma vidéo sur SEOlizer, cet outil qui permet d'analyser les logs, de crawler son site et d'avoir tout un tas d'indications assez intéressantes. Donc merci pour la citation de SEOlizer et du coup de ma chaîne YouTube pour cette définition d'analyse de log SEO sur ce site définition marketing.
Donc merci beaucoup. Je termine la veille SEO avec la météo des SERP. Donc très calme la semaine dernière, encore une fois. Ça fait quelques semaines qu'on a voilà, assez peu de volatilité intense sur Google. Donc est-ce que les indicateurs de volatilité sont tous mauvais ou est-ce que c'est Google qui fait juste des changements voilà, normaux, on va dire? Ça bouge, hein, ça bouge toujours hein, maintenant. Mais voilà, il n'y a pas de grosses mises à jour, de grosses volatilités où vraiment on repeint tous les murs. Donc voilà. Est-ce que ça bouge du côté Google? J'ai pas vu grand chose sur Twitter. J'en ai vu juste un tout petit. J'ai vu un petit tweet là passer fin de semaine dernière, vendredi, samedi, qui disait ça bouge là en ce moment, non? Personne n'a répondu. Bon, écoutez, moi je vois pas grand chose. Projet client, tout ça, pas grand chose. Donc. A priori, pas très volatile en ce moment, même si ça bouge comme d'habitude, hein, machine learning, processus continuel, etc., etc. On termine l'émission avec du coup le sujet du jour. Il y a une personne qui m'a contacté, une auditrice. Je vais vous lire du coup eh bien, le contexte et puis les différentes questions, puis je vais y répondre. Hello Thomas, tout d'abord merci pour ton podcast que j'écoute tous les lundis. Eh bien merci de l'écouter, hein. Vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et merci pour tous vos retours ces dernières semaines, ça fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer. Du coup ma question porte sur la cannibalisation. Je suis régulièrement embêté sur un site où des articles de blog cannibalisent des pages stratégiques qui apportent du business. Donc oui, effectivement, ça arrive plutôt régulièrement, hein. On a différentes équipes qui travaillent sur un même site et puis ils ont fait un projet là, ils sont en train de viser des requêtes que mes pages business visent aussi. Alors des fois, ça dépend de l'intention, hein, des fois, voilà, il faut multiplier aussi les intentions, hein. Peut-être il y a un côté commercial et puis un côté totalement informationnel. Ça peut arriver, il y a certaines requêtes qui sont comme ça. Maintenant, de manière générale, bon, on évite quand même de cannibaliser des pages stratégiques qui apportent du business avec des articles de blog qui sont plutôt souvent éditoriales ou de l'ordre de l'investigationnel. Donc, bon, ça arrive, très bien, j'entends le contexte. Et du coup, je continue le contexte, les personnes en charge du contenu refusent de supprimer les articles. Et du côté business, les pages sont de moins en moins bien positionnées et présentes sur la SERP. Donc en gros, il y avait les pages business qui se positionnaient parce que les personnes chargées du contenu ont fait des articles de blog, hop, elles remontent et du coup, les pages business sont de moins en moins bien positionnées. Alors là, déjà, moi, la première chose qui me choque, c'est que les personnes en charge du contenu refusent de supprimer les articles. La responsable SEO, c'est la personne qui me contacte. Donc, la responsable SEO, c'est elle qui sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour la visibilité SEO. Donc là, les personnes en charge du contenu, elles n'ont rien à dire. À part si elles ont un poste équivalent SEO, etc., elles ne sont pas en charge du SEO. Donc si le SEO dit de supprimer les articles ou de mettre en no-index ou de changer la requête ou je ne sais quoi pour essayer de remonter les pages business, eh bien, il faut écouter la personne en charge du SEO. C'est pas les personnes en charge du contenu. Ils peuvent pas faire ça. Donc il faut aller voir pour moi la personne qui dirige les personnes en charge du contenu, donc la direction éditoriale, pour essayer de négocier, essayer d'expliquer la situation, et puis de dire là voilà, ça peut faire perdre de l'argent à l'entreprise et c'est parce que vos équipes en charge de contenu refusent de supprimer, de mettre un nom-index, de changer la requête ou je ne sais quoi. Voilà, donc là déjà moi j'irais peut-être jouer avec la direction au-dessus des personnes en charge du contenu où j'expliquerai, où j'essaierai de trouver un compromis, peut-être pas la suppression mais voilà, modifier les articles, changer la requête, etc. Ça peut être intéressant. Enfin, dernier contexte, le netlinking il ne change pas grand chose. En même temps, voilà, netlinking, bon, ça peut marcher, mais c'est vrai que si les contenus en face, ils sont peut-être un peu plus pertinents, c'est peut-être pour ça que ça remonte. Je n'ai pas la requête, mais peut-être que c'est pour ça qu'il y a un problème. Netlinking ne change pas grand-chose, et je n'ai pas la possibilité de renforcer la sémantique des pages business, la direction ne le souhaite pas. Ça, c'est un problème. Alors peut-être, là, pareil, hein, la direction ne le souhaite pas sur les pages business. La direction, elle comprend rien à l'analyse sémantique. Et quand vous avez un problème comme ça, pour moi, il faut parler en termes de business.
La direction, elle travaille avec des chiffres, elle travaille avec de la croissance, des mots comme croissance, des mots comme euro, des mots comme chiffre d'affaires. Donc la direction, si elle n'entend pas il faut renforcer la sémantique, eh bien, il faut renforcer le ROI, le retour sur investissement. Il faut renforcer ces pages, il faut améliorer ces pages pour qu'elles génèrent plus d'argent. Il faut jouer sur ces arguments-là pour essayer de convaincre la direction que là, bon, vous êtes bien gentil, vous voulez faire attention à votre image de marque, etc. Mais désolé, là, les pages business, il faut les améliorer, il faut renforcer la sémantique, il faut vraiment passer devant les articles du blog. Donc, question, est-ce que tu as déjà été confronté à cette situation et quels sont tes conseils? J'ai déjà répondu en partie. Oui, j'ai déjà été confronté à ces choses-là. Je suis régulièrement confronté à ces choses-là quand je fais des audits et quand je vois que certaines parties du site cannibalisent et empiètent sur les résultats d'autres pages. Il faut regarder, pour moi, l'intention. Si l'intention majoritaire, c'est éditorial, et bien effectivement, des articles de blog plus souvent éditoriaux, normalement, vont monter. Maintenant, c'est vrai que si on voit que Google, là, il veut peut-être d'autres signaux, business ou autre, peut-être qu'il faut essayer de faire monter ses landing pages aussi. En tout cas, c'est l'expérience qui donnera plus d'indications. Une image vaut 1000 mots, une expérience vaut 1000 discours. Donc, pour le coup, il faut expérimenter. Si là aujourd'hui c'est les articles de blog qui montent un peu plus et que en termes de sémantique, de netlinking, bah on voit qu'on a mis le paquet sur les business et pourtant que les articles de blog ils arrivent à monter, soit les articles de blog dans le maillage ils sont un petit peu plus, ils sont mieux placés et du coup bah, ils ont plus de chances d'être pertinents et populaires. Voilà, donc soit c'est un problème d'intention, dans ce cas-là peut-être que les pages business, la requête elle est mauvaise. Et peut-être qu'il faut changer la requête de la page business ou au contraire changer les requêtes des articles de blog pour faire en sorte que ça revienne devant. Ça dépend du contexte, ça dépend de la requête, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, il est clair qu'avoir deux résultats qui vont se positionner sur la même requête, c'est possible. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est toujours un petit peu plus difficile de faire accepter à Google qu'il faut positionner deux pages. Donc, je pense que là, si ça fait perdre de l'argent à l'entreprise et si avant vraiment ça générait du cash, ça générait du chiffre, ça générait du résultat en fait avec les pages business, il faut faire en sorte de focus sur le business. Donc direction, allez les voir au niveau prise en charge du contenu. Voilà, directeur éditorial, pouf, désolé mais ils ont fait des contenus, vos équipes là, ça empiète sur mes pages business. Et si la direction générale eh bien, ne veut pas changer les pages business, eh bien il faut bien leur stipuler qu'ils vont perdre de l'argent et que pour le coup bah voilà, il ne faudra pas se plaindre qu'on les a pas prévenus. Voilà, il fallait renforcer la sémantique, renforcer le netlinking, renforcer peut-être l'apparence des pages. Après, bon, là c'est une histoire de cannibalisation. Ne pas oublier aussi certains algos qui vont faire monter, faire descendre des résultats par rapport ou vis-à-vis d'une requête. On a une requête qui est tapée. Ça peut exprimer quelque chose quand on est SEO comme ça au premier coup d'œil, mais regardez les contenus que positionne Google. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez les pages, regardez qu'est-ce qu'il y a en commun sur toutes les pages en termes de mots, en termes de sujets, en termes de présentation. Est-ce que là on montre une vidéo? Est-ce que là on montre un produit avec un prix? Est-ce que là on est en train de montrer un article tutoriel étape 1, étape 2, étape 3, étape 10? Est-ce que là on est en train de montrer un comparatif? C'est quoi le truc? Je veux dire, quand on tape la requête, c'est quoi commande Google? La réponse est un peu dans la SERP. C'est une photographie. La photographie peut changer au fur et à mesure du temps. Mais pour le coup, c'est important de capter l'intention en regardant la SERP de manière générale, mais ensuite en ouvrant les 10, 20 premiers et en regardant, ben, vraiment, c'est quoi le truc qui ressort le plus quand je regarde vraiment dans ces résultats concrètement, dans ces sites concrètement, dans ces pages concrètement. Et à partir de là, regardez votre page article de blog, regardez votre page business et regardez qu'est-ce qui matche le plus avec ça. Et ça vous permettra de savoir quelle requête il va falloir modifier, quelle page il va falloir modifier la requête et comment il va falloir agencer votre page pour qu'elle corresponde au mieux aux normes, même s'il faut toujours ajouter un petit peu d'originalité et avoir votre propre marque, vos propres valeurs, etc.
Donc voilà ce que je pouvais répondre par rapport à ce contexte et cette question-là. J'espère que j'ai apporté voilà, des arguments et des idées en espérant que ça se solutionne du coup dans quelques heures, quelques semaines. En tout cas, c'est toujours difficile effectivement en interne de convaincre certains pôles financiers, pôles direction, pôle management, pôle contenu, pôle UX ou je ne sais quoi quand on est SEO parce que le SEO est quand même vachement mystérieux, vachement obscur pour beaucoup de monde. Voilà, c'est la fin du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee et à mettre des commentaires, à me remercier, à envoyer des tips si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast SEO avec actu, météo des SERP et sujet du jour. Ciao, ciao, merci.